Salut à tous, je suis comme toujours très heureux de vous retrouver pour une partie filmée et aujourd'hui on va jouer à Pharaon, un jeu co-signé par Silas, qui n'est pas le même Silas qu'Extralife.fr, et par monsieur Henri Pym. C'est illustré par Christine Alcouf, qui est l'illustratrice de Paper Tales, et comme Paper Tales, Pharaon est édité par Catch Up Games. C'est recommandé pour des joueurs à partir de 12 ans, les parties durent environ 60 minutes, et c'est pour des groupes de 1 à 5 joueurs, et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on va jouer au mode solo, découvrir les mécaniques du jeu de Pharaon, vous montrer comment on y joue avec un joueur virtuel qui va nous mettre des bâtons dans les roues. Dans cette première vidéo, je ferai les 3 premières manches, et si vous voulez voir la fin de la partie, vous cliquerez sur la deuxième vidéo qui elle montrera la 4e et la 5e, voilà, cette dernière manche. Donc il y a 5 manches en tout. Première vidéo, 1 à 3 manches. Deuxième vidéo, 4e et 5e manche. On s'y jette tout de suite, on regarde le plateau principal qui est un plateau complètement modulable puisque vous voyez 5 quartiers et chacun des quartiers est en fait une pièce d'un puzzle que l'on peut assembler réellement différemment pour que le plateau de jeu, la tablette des dieux, soit différente à chaque partie. La roue centrale est elle aussi orientée de façon totalement aléatoire en début de partie. Je l'ai mise comme ceci pour commencer notre partie. La mise en place a été effectuée avec donc la tablette des dieux, je l'ai dit ici, la pyramide du temps qui elle intervient dans n'importe quelle configuration, et cette partie-ci, ce sont les tuiles du traître, donc du joueur virtuel, qui n'interviennent donc qu'en mode solo. En mode multijoueur de 2 à 5 joueurs, vous n'interviendrez pas, ces tuiles n'interviennent pas. Il y a pas mal de choses. Je vais faire le tour des quartiers pour vous expliquer un petit peu le tour du propriétaire. Rapidement, il y a ici le quartier des offrandes, ici le quartier où il est possible de recruter des nobles, ici le quartier de la chambre funéraire pour préparer sa chambre funéraire, ici le quartier du Nil pour étendre son influence le long du Nil, et enfin le quartier des artisans où il est possible de récupérer des artisans. Pourquoi tous ces quartiers? Que va-t-on faire dans tous ces quartiers? Eh bien, nous sommes un enfant du pharaon qui est en train de préparer l'au-delà, sa vie de l'au-delà. Alors, il passe donc toute sa vie à préparer ce qui va se passer après, en faisant des offrandes, en recrutant des nobles qui vont l'aider, en préparant sa chambre funéraire, en augmentant son influence le long du Nil et en recrutant des artisans. Je vais pas m'étendre trop sur la thématique puisque, à mon sens, elle est quand même assez légère. Ce qui est important ici, c'est la mécanique de jeu, la façon d'y jouer, de gérer ses ressources, puisqu'il s'agit bien de cela, de gérer les ressources que l'on peut avoir. Et il y a 5 types de ressources représentées par les 5 couleurs, avec en plus une 6e ressource, la ressource grise qui intervient comme une sorte de joker qui peut remplacer n'importe quelle autre ressource. La mise en place, je le disais, est terminée pour le mode solo. Je pars avec un noble qui m'apporte des points de victoire, ou plutôt des points de prestige, donc 8 points de prestige en fin de partie, plus 2 points de prestige pour chaque argent que j'aurai encore avec moi en fin de partie. Mais surtout, il a un pouvoir, puisque tous les nobles ont un pouvoir, en tout cas la plupart des nobles ont un pouvoir, celle-là n'en a pas, mais son pouvoir, c'est qu'une fois par manche, je peux défausser une ressource pour gagner un argent. Donc je défausse n'importe quelle ressource et je récupère un argent qui est donc un joker. Et ça, je peux le faire une fois par manche. On va jouer ici, comme je le disais, les 3 premières manches. Les 2 dernières manches, 4e et 5e manche, ce sera dans une autre vidéo. Si je ne l'ai pas dit, c'est que je l'ai dit dans une précédente vidéo que j'ai dû couper. Donc ici, manche 1 à 3. Deuxième vidéo, ça sera la manche 4 et 5, donc la fin de la partie. Vous verrez le début de la partie ici, et on va s'y jeter tout de suite. J'ai mon noble. Le noble que je n'ai pas sélectionné, je l'ai donné à mon adversaire, qui est ici, et je dois choisir maintenant un des 2 vases. En début de manche, on choisit chacun un vase. Donc je peux choisir ce vase qui m'apporte une ressource rouge et 2 ressources vertes, ou celui-ci 2 ressources noires et une ressource jaune. Au passage, chaque ressource signifie quelque chose. Je crois que le rouge c'est la construction, le vert c'est le commerce si je ne dis pas de bêtises, le jaune c'est la royauté, je sais plus ce que c'est le noir, peut-être que c'est la justice, et le bleu je ne sais plus, bref c'est pas très important, on va les appeler par couleur de toute manière. Donc laquelle vais-je choisir? Je pense que je vais choisir celle-ci, je vais prendre
Donc, une ressource rouge et 2 ressources vertes. Je vais les piocher juste à côté. J'ai tout installé hors caméra. Donc, 2 ressources vertes, les voici. Et une ressource rouge, la voilà. Donc ça, c'est à moi. Le vase, je le défausse. On va le mettre ici. Face visible pour montrer que c'est défaussé. Et en mode solo et en mode de joueur, le vase qui n'a pas été choisi, on va l'utiliser tout de même pour bloquer des emplacements sur la roue. Chacune de ces cases montre les emplacements qui sont disponibles pour pouvoir utiliser l'action de ce quartier. Pour utiliser l'action du quartier des nobles, il y a donc 3 emplacements disponibles. Le 4e n'intervient en fait qu'en mode 4 et 5 joueurs. Donc chacun des quartiers a 3 emplacements disponibles et on va se servir du vase qui n'a pas été sélectionné pour bloquer des emplacements directement. Donc ici, on bloque ici, on bloque encore un deuxième. Donc décidément, le quartier de la chambre funéraire, pour l'instant, il n'y a plus qu'un seul espace disponible. Et le dernier, c'est ici, le quartier des nobles. Un espace est bloqué. Ce vase, on n'en a plus besoin. On le défausse. Ensuite, il nous reste, pour la première manche, on regarde la première tuile traître qui est ici. On regarde le numéro 3 ici, 3 vases. Donc on va piocher 3 vases pour notre adversaire. Les voici. Aléatoirement, j'ai désigné que je serai le premier joueur. Donc je prends le jeton premier joueur celui qui a encore le jeton premier joueur en fin de partie, récupère 3 points de prestige. Pour l'instant, c'est moi qui l'ai. Donc, je peux commencer à jouer, tout simplement. Donc, que vais-je faire? Comment on joue? Pour jouer à Pharaon, il faut utiliser les ressources que l'on a, n'importe lesquelles, sur les espaces disponibles en faisant coïncider la ressource avec la couleur indiquée. Par exemple, si je veux me rendre dans ce quartier, je vais devoir dépenser une ressource verte. Il y a 2 coups à chaque fois. Chaque quartier a 2 coups. Il y a un coup d'accès, qui est ici, sur la roue, et il y a un coup avec le quartier lui-même. Donc, un coup d'accès et un coup d'action. Par exemple, je vais aller directement ici, je pense que je vais aller directement pour montrer comment ça marche. Je paye une ressource verte pour pouvoir accéder au quartier des artisans, et maintenant, pour faire cette action, il va falloir que je dépense 3 ressources identiques. Donc je peux dépenser 3 ressources vertes, 3 ressources rouges, bleues, jaunes, noires ou 3 argents, utiliser les argents comme des jokers. Je peux faire ça comme je le souhaite. Une subtilité, c'est que dans n'importe quel quartier, les ressources qu'on nous demande, par exemple ici on nous demande une ressource de chaque couleur, donc les ressources du coup de l'action, on peut déduire les ressources que l'on a utilisées pour le coup d'accès. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est très facile à comprendre dans la mesure où là on me demande 3 ressources identiques pour pouvoir utiliser cette action. Disons que je veuille dépenser 3 vertes, j'ai déjà dépensé une verte ici pour le coup d'accès. Donc je n'ai plus que 2 vertes à dépenser et j'aurais bien dépensé 3 ressources similaires. Donc une qui est là, une deuxième qui est ici, et je vais utiliser un argent comme une ressource verte. Donc j'ai bien dépensé mes 3 ressources similaires en me servant de la ressource que j'ai payée pour accéder à ce quartier. Donc mes 3 ressources, j'en défausse 2, j'en garde une sur le plateau pour montrer que j'ai utilisé cette action, et maintenant je peux prendre l'une de ces cartes d'artisan. Alors celle-ci me rapporte 7 points en fin de partie et me donne un jeton, une ressource argent. Celle-ci c'est 5 points et 2 ressources d'argent, 8 points, une ressource bleue, ou 4 points, et je pioche un vase, donc j'aurai 3 ressources, mais je ne sais pas quelle couleur. Ça vaut peut-être le coup de la prendre, c'est simplement 4 points, mais je récupère 3 ressources, et vous le verrez dans la partie, les ressources sont assez rares, c'est difficile, c'est là en fait le nerf de la guerre dans ce jeu, c'est d'obtenir les ressources nécessaires pour pouvoir faire les actions, accéder au quartier, et payer le coût des actions dans ces quartiers. Ce vase me donne 2 ressources bleues et une ressource jaune, donc je prends les 2 bleus et je prends ma ressource jaune, le vase, je le défausse, et c'était mon tour. Voilà tout ce que j'ai pu faire, on remplace l'artisan qui est parti. Voilà, celui-là vaut 2 points, mais me donne 4 ressources. J'aurais certainement pris celle-ci, puisque j'ai dépensé 3 ressources, j'en ai gagné 3. C'était pas forcément un bon échange, mais c'était pour vous montrer.
passage. Je vous montre ici comment on joue. Je vais pas forcément me casser la tête à essayer de trouver la meilleure des stratégies pour arriver à faire le maximum de points. Et je suis bien conscient qu'il y a encore des concepts que je ne vous ai pas expliqués. Je vais les expliquer au fur et à mesure. Par exemple, ces dieux, à quoi servent-ils? Je vais tout vous expliquer au fur et à mesure pour pas vous noyer d'entrée de jeu. Voilà mon tour. Ça passe à mon adversaire. Comment est-ce que l'on manipule l'adversaire virtuel? Tout simplement en retournant la première tuile des vases. Donc je vous rappelle, j'ai pioché 3, puisque c'est marqué ici, 3 vases. On retourne. La ressource du bas, c'est-à-dire la ressource jaune, on vient la placer sur sa rangée de la couleur indiquée. Et tout ça a été fait aléatoirement. Les 5 tuiles ont été placées dans un ordre totalement aléatoire. Les ressources, pareil. Donc chaque partie va changer. En plus du plateau, la zone du traître va également être modifiée. Donc j'ai placé une ressource jaune et maintenant je vais devoir effectuer l'action qui est indiquée à côté de cette ligne. À savoir que l'on va défausser la carte artisan, c'est la carte bleue c'est artisan, rouge c'est noble, donc la carte artisan de plus forte valeur. Donc cette carte de valeur qui est de 8 points de prestige, on la défausse, lui-même ne la récupère pas, donc on va la défausser ici, et on défausse également le 3e noble disponible, 1, 2, 3, donc ce noble, on va le défausser, on l'enlève, on va faire la défausse plutôt ici pour les nobles, pour pas trop mélanger. On remplace chacune des cartes que l'on vient de défausser, comme ceci. Ensuite, les 2 autres ressources, c'est à moi de choisir ce que je veux en faire. Il y a une rouge et il y a une verte. Je peux soit placer la rouge ici sur son plateau et donc faire l'action à côté, qui est indiquée à côté de la rouge, et la verte ira rejoindre le plateau principal, la tablette des dieux, ou faire l'inverse, placer la verte ici et donc résoudre l'action qu'on m'indique, et placer la rouge sur la tablette des dieux. Je sais pas exactement ce que je vais faire, on va le faire comme ça. Donc on va placer la rouge ici, donc qui me dit de défausser le noble numéro 2, comme ceci, on le défausse, on le remplace, et la ressource verte, cette fois-ci, je viens la placer ici, bloquant un nouvel accès pour accéder à ces quartiers. La tuile du vase, on peut la défausser, et c'était le tour de mon adversaire. C'est pas plus compliqué que cela, ça repasse à moi. Qu'est-ce que je vais faire de mon côté? Je vois que j'ai 2 ressources bleues, ça peut être utile de les utiliser ici, dans le quartier des offrandes, qui me demande une ressource pour y accéder, en l'occurrence la ressource bleue, donc je vais le faire. En payant cette ressource, j'ai le droit, donc c'est en payant n'importe quelle ressource, j'ai le droit de récupérer un lot de 2 jetons d'offrande, pardon, je cherchais mes mots. Je peux prendre soit ce lot de 2, soit celui-ci, soit celui-ci. Et si je rajoute une autre ressource similaire, je peux prendre aussi l'un des 3 jetons bonus qui se trouvent au centre. Donc j'ai payé déjà une ressource, n'importe laquelle. Je vais rajouter une ressource identique, donc j'ai payé 2 bleus, et je peux, grâce à ça, récupérer un lot de 2 jetons offrande, pardon, pas prestige, offrande, plus l'un de ces jetons au centre. Alors j'espère que vous avez compris, hein. Un coup d'accès au quartier et un coup d'action, et en l'occurrence le coup d'action c'est payer n'importe quelle ressource. Pour n'importe quelle ressource, je me dis bah tiens, j'ai payé déjà une ressource ici, et en plus si je rajoute une ressource similaire, donc un autre bleu, je peux tout faire. Donc je peux prendre l'un de ces 3 lots. Alors celui-ci me donne une ressource jaune, plus une ressource qui est associée au quartier des nobles, n'importe laquelle, du coup, mais il faudra que je la dépense dans ce quartier-ci. Ici, ça me donne une ressource pour accéder à la chambre funéraire, encore une fois, n'importe laquelle dont j'aurai besoin pour faire une action ici ou pour payer le coût d'entrée, plus une ressource pour les nobles, ici, une ressource pour les artisans, plus une ressource noire. Je vais prendre celle-ci, qui me donne un peu de flexibilité pour l'instant. Donc j'ai pris une ressource pour accéder ou pour payer le coût d'action du quartier des nobles, plus une ressource pour payer le coût d'accès ou l'action de la chambre funéraire. Je garde ça ici dans mon espace. J'ai payé deux ressources similaires, donc je peux aussi prendre l'une de ces 3. Celle-ci me permettrait de revenir prendre
plus tard de payer n'importe quel coup, je vais la prendre ici. Donc ça, c'était une ressource pour le quartier des offrandes. Ici, c'était 2 points de prestige, je vais dire victoire tout le long de la partie, mais c'est prestige, et ici une ressource rouge. Donc j'ai pris cela, et c'est la fin de mon tour, on repasse à mon adversaire virtuel, au traître, on retourne comme d'habitude, et on prend les 3 ressources indiquées, jaune, vert et noir. Donc le jaune va obligatoirement aller sur son espace, donc le jaune, on le met ici, et on réalise l'action indiquée, chambre funéraire. Il va avancer, progresser dans le quartier de la chambre funéraire, donc construire petit à petit son espace funéraire, sa chambre funéraire, et vous voyez que au fur et à mesure que l'on avance, bon, le coût est différent à chaque fois et de plus en plus cher pour construire de plus en plus de choses, mais on gagne aussi des points de prestige en fin de partie, là où on s'est arrêté. Donc mon adversaire arrive au premier niveau, en fin de partie, il gagnera 5 points de prestige. Ensuite, j'ai du vert et j'ai du noir. Où est-ce que je vais poser tout ça? Si je pose le noir ici, je bloque l'accès à la chambre funéraire, ça veut dire que je ne vais pas aller à la chambre funéraire du tout ce tour-ci. Pourquoi pas? Et je devrais mettre le vert ici, ou je fais l'inverse. Je mets le noir là-bas, et le vert ici, je bloque aussi l'accès. On va le faire comme ça. Donc je bloque finalement l'accès de la zone des artisans, et je mets le jeton noir ici, et là ça me dit d'augmenter l'influence de ma piste sur le Nil qui a le... Alors, je vais augmenter l'influence d'une de ces pistes sur le Nil. Laquelle? Je vais regarder la couleur. Là, il y a un plus, donc c'est la ligne, plutôt la colonne qui est le plus avancée, en l'occurrence la colonne jaune. Donc c'est la piste jaune que je vais regarder. Et pour mon adversaire, je vais lui augmenter d'un niveau ici. Dans le quartier du Nil, on va parler du coup de ce quartier du Nil. Il y a 5 pistes sur lesquelles on peut avancer en payant un coup qui est indiqué ici. Mon adversaire n'a pas à payer ce coup. Et à la fin de la partie, on regardera tous les jetons qui ont atteint le niveau 2 gagneront 3 points. Si on atteint le niveau 3, on gagne 7 points en fin de partie. Du coup, on peut gagner jusqu'à 7 fois 5, on peut gagner jusqu'à 35 points dans cette zone. Ce qui est plutôt pas mal. Mon adversaire, lui, pour l'instant, a 0, pareil pour moi, puisque il n'est que au niveau 1, moi je suis au niveau 0. Voilà pour le Nil. Qu'est-ce que ça, on l'a vu rapidement. Le Nil, on l'a vu, on a vu les artisans, on a vu ici les offrandes, et même les nobles, c'est plus ou moins le même principe. Il va falloir payer une ressource de chaque couleur pour récupérer l'un des nobles, et ils ont tous un pouvoir différent. Je les expliquerai quand on voudra en recruter un, c'est pas la peine de s'encombrer la tête. Par contre, on va faire une petite pause pour expliquer ces dieux. Il y a 5 dieux sur le plateau, et ils ont tous des demandes particulières qui sont indiquées à gauche et à droite de leur figure. Donc, ce qui veut dire, c'est que en fin de partie, pour réussir à satisfaire ce dieu-ci, il va falloir que je lui présente 3 cartes artisans et 3 jetons d'offrande. Si je réussis à faire les 2 conditions, alors je gagnerai l'ensemble des points qu'il m'offre, c'est-à-dire 4 plus 6, 10 points. Si j'ai les 3 jetons mais que je n'ai pas les 3 artisans, c'est 0. Ici c'est 10 ou 0. Et c'est pareil pour chacun des dieux, il faut avoir les 2 conditions remplies pour pouvoir gagner l'ensemble des points proposés. Et il y a une petite subtilité, par exemple, cette déesse me demande 2 jetons offrandes et 2 cartes de nobles pour pouvoir gagner 8 points. Ici, 2 jetons, là, 3 jetons offrandes. Je ne peux pas utiliser les mêmes jetons. Si je veux satisfaire cette déesse et ce dieu, il va falloir que en tout, j'ai 5 jetons offrandes, plus 3 cartes artisans, plus 2 cartes nobles. Donc vous voyez qu'il va falloir vraiment calculer là où on veut passer son temps, là où on veut investir ses efforts, tout en sachant que on est limité par les ressources, par la couleur des ressources que l'on obtient. Il va vraiment falloir réfléchir à optimiser son jeu et à bien gérer son jeu, sachant aussi que à chaque manche, cette fameuse roue au centre du plateau va tourner et va donc changer la donne, c'est-à-dire que pour accéder au quartier des offrandes, ce ne sera plus des ressources bleues, mais ça va être des ressources vertes à la deuxième manche. Il va falloir vraiment réfléchir, prévoir ses coups. Je ne prétends pas être de cette tranche de joueurs qui arrive à vraiment faire ça avec efficacité, mais au moins je vous montre comment on y joue. Donc, mon adversaire a joué son deuxième coup.
il a joué complètement son deuxième coup, ça revient à moi. J'ai toutes ces ressources à ma disposition. Qu'est-ce que je peux aller faire? Je peux éventuellement aller utiliser cette ressource. Non, ça me servirait pas à grand chose de faire ça. J'étais en train de réfléchir d'utiliser donc cette ressource qui me permet et qui me donne accès à cette zone d'offrande, mais je pourrais donc récupérer un lot de deux offrandes, mais je n'aurais pas la deuxième ressource identique, puisqu'il me faudrait une ressource bleue ou utiliser ma ressource d'argent, mais c'est pas très malin de le faire ça. Donc on va pas le faire comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je peux accéder à la zone funéraire? Oui, je pourrais accéder à la zone funéraire, donc en dépensant. Mais ça serait un petit gâchis en fait d'aller à la zone funéraire. Je vous donne tout mon raisonnement pour que vous compreniez. Je peux utiliser ce jeton ici qui me paye donc le coût d'accès pour la chambre funéraire. Ensuite, je pourrais utiliser le rouge et le jaune pour pouvoir avancer d'un cran dans cette chambre funéraire. Vous voyez, il faut du rouge et du jaune. Ça peut se faire. J'aurais dépensé 3 ressources. Par contre, si j'attends la manche suivante, la roue va tourner et cette fois-ci, il me faudra du jaune. Donc je pourrais dépenser le jaune pour y accéder et le rouge, sachant que j'ai déjà dépensé le jaune pour y accéder ici. Donc je dépenserai simplement 2 ressources au lieu des 3. Donc ça vaut peut-être le coup d'attendre et de ne pas se précipiter pour le faire maintenant. Donc je vais attendre, je ne vais pas aller à la chambre funéraire durant cette manche, je vais attendre un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire qui serait efficace avec les jetons que j'ai et avec ce qu'on me propose de faire? Par exemple, je pourrais faire ceci, aller dans la zone du Nil en payant donc une ressource rouge, c'est le coût d'accès de ce quartier. Et maintenant, qu'est-ce que je pourrais ajouter pour pouvoir... Est-ce que je peux ajouter quelque chose? C'est ça la question. Je pourrais ajouter une ressource bleue, symbolisée par cette ressource Joker, ou une ressource noire. Ça peut être pas mal en fait. Je vais faire ça. Donc, le coût d'accès, c'est la ressource rouge, et après je vais faire cette zone qui me demande du rouge et du noir. Le rouge, je l'ai déjà payé, et le noir, je le remplace par cette ressource Joker, que je défausse. Je gagne 2 ressources Joker, les voici, et je peux avancer mon influence soit dans la zone rouge, soit dans la zone noire. Je vais aller dans la zone noire, un petit peu au pif. Me voici sur la piste ici. Donc en gros, j'ai dépensé une rouge et une argent, j'ai gagné 2 argents, mais j'ai aussi... en fait, j'ai échangé une rouge et une argent pour 2 argents, mais j'ai aussi progressé sur cette piste. Ça repasse à mon adversaire. Il lui faut une rouge ici, une bleue et une verte, une bleue et une verte. Les voilà. Donc la rouge, ça va ici. Ici, on me dit qu'il va récupérer l'artisan de plus faible valeur qui est proposé. C'est celui-ci. Donc, cette carte artisan vient dans sa zone de jeu. On la remplace comme toujours immédiatement. Il ne récupère pas les ressources. Lui, ça l'intéresse pas les ressources pour l'instant. Il récupère simplement les cartes. C'est en fin de partie où il gagnera des points en fonction des points de prestige indiqués sur les cartes. Ensuite, bleu et vert. Donc, si je mets vert ici, ça me fait ça. Si je mets bleu ici, c'est pas mal de mettre bleu ici parce que le bleu ici me dit qu'il récupère le deuxième lot de jetons offrandes qui est vide. Donc il ne récupère rien du tout. Et le vert, mais le vert on peut pas le mettre. On n'a pas le droit de le mettre ici. Et il faut obligatoirement pouvoir mettre les jetons. Donc c'est l'inverse qui va devoir se produire. On va devoir mettre le bleu ici et le vert ici. L'action indiquée à côté du vert, c'est pas vraiment une action, c'est simplement, ça m'indique le nombre de points qui seront accordés pour chaque carte noble que mon adversaire aura en fin de partie. En fin de partie, on regardera les cartes des nobles et il ne va pas gagner le nombre de points indiqués par la carte elle-même, c'est-à-dire 10, mais il gagnera le nombre indiqué par son niveau atteint. Donc 6 points, 7 points, 8 points, 9 points, jusqu'à 10 points de prestige pour chaque carte noble que le traître aura récupéré. Ça se défausse et ça repasse à moi. Donc à chacun de mes tours, j'ai le choix. Et ça, je ne l'ai pas dit. Soit je joue, soit je passe. Lorsque les 2 adversaires ont passé,
la manche se termine et on prépare la manche suivante. Pour l'instant, j'ai continué à jouer. Je ne sais pas si je vais passer maintenant. Est-ce que ça vaut le coup de passer ou est-ce que ça vaut le coup de faire encore des actions, sachant que mon adversaire, lui, va obligatoirement passer puisqu'il n'y a plus de tuiles vase. Lui, je sais qu'il va passer au tour d'après et c'est intelligent c'est aussi une chose qu'il va falloir prévoir quand est-ce qu'il faut passer. Et c'est là où on regarde la pyramide du temps, puisque dès qu'un adversaire passe, le premier joueur à passer, celui-ci va mettre son jeton sur la première ligne disponible. Il va récupérer le jeton premier joueur, qui lui donnera donc 3 points en fin de partie. Celui qui a ce jeton en fin de partie gagne 3 points. Mais à chaque fois que le tour va lui revenir, il va avancer son jeton sur la prochaine case et il va gagner ainsi des récompenses de plus en plus évoluées, dans un sens où à chaque fois il peut récupérer la récompense de la case ou n'importe laquelle des récompenses qui l'ont précédé. Ici, le joueur peut récupérer n'importe quelle ressource de n'importe quelle couleur. Ici, il peut récupérer soit une ressource argent, donc joker, soit une ressource de n'importe quelle couleur. Ici, il peut récupérer l'un des jetons qui est dans la zone bonus. Pareil ici, l'un des jetons dans la zone bonus, mais c'est-à-dire que plus on passe tôt dans la partie, plus on va avancer dans le temps, et plus on va aussi récupérer à chaque tour soit des ressources, soit des jetons offrandes. Donc c'est aussi, comme je le disais, stratégique de savoir quand passer, quand est-ce que c'est judicieux de passer pour pouvoir gagner des ressources, au lieu d'essayer de dépenser absolument ces ressources pour faire des choses. Il y a une part d'opportunisme à ce niveau-là. Mon adversaire, lui, va passer au tour d'après, donc si je le laisse faire, si je ne passe pas avant lui, c'est lui qui va récupérer le jeton premier joueur. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est judicieux pour moi de continuer à pousser, puisque j'ai encore des ressources, ou est-ce que je m'arrête là, je me dis c'est bon, je passe avant lui? Je pense que je vais m'arrêter là, je vais passer avant lui, donc je passe, je garde mon jeton premier joueur. C'est tout ce que je fais durant ce tour. Mon adversaire, lui, passe aussi. Et ça sert à rien d'aller là, puisqu'il n'y a rien. Donc, au lieu d'aller là, tout simplement, on avance pour indiquer qu'on passe à la deuxième manche. Et on passe à la deuxième manche. Chose que je n'avais pas faite, c'est que normalement, avant de passer à la deuxième manche, à la préparation de la première manche, il fallait aussi révéler 2 vases, puisque les vases sont disponibles. Je ne sais pas où les mettre, il me manque un petit peu de place. Ce jeton, j'en ai pas encore parlé, on va le mettre ici. On va mettre les 2 vases ici. J'espère que vous voyez tout ce qu'il faut. Donc j'aurais dû montrer ces 2 vases puisque le premier joueur qui passe va choisir le vase qui l'intéresse et donc récupérer des ressources et ainsi de suite. Normalement, il y a le nombre de vases, autant de vases qu'il y a de joueurs pour que chacun ait son vase. Et là aussi, ça intervient quand passer, quand récupérer les ressources. S'il y a des ressources qui nous intéressent sur les vases, autant passer plus tôt que plus tard pour pouvoir être sûr de choper le vase qui nous intéresse. Donc quand j'ai passé, je devais aussi choisir l'un de ces 2 vases. Lequel vais-je prendre? Je pense que je vais prendre celui-ci qui me donne un peu plus de flexibilité avec du rouge, du jaune et du bleu. Donc je vais récupérer ça, du rouge, du jaune et du bleu. Voilà mes ressources qui sont ici. Donc le vase, on l'aurait défaussé. Le vase ici va rester. Quand mon adversaire passe, l'adversaire virtuel, le traître, lui ne va pas récupérer de vase, mais on va utiliser ce vase pour préparer la manche suivante. Donc on le fait tranquillement, pas à pas. La manche suivante, on la prépare en enlevant tous les jetons qui ont été utilisés. Donc on enlève tout ça, on nettoie le plateau, on enlève tout ce qui a été utilisé, on va tourner la roue d'un cran en suivant le sens qui nous a été indiqué par le jeton que l'on aura tourné aléatoirement. Et au passage, j'avais pas fait attention, mais la roue ne tourne pas dans ce sens pour cette partie, mais elle tourne dans l'autre sens. Donc, ma chambre funéraire, j'ai encore les ressources nécessaires pour y aller, donc ça va. Ça va, j'avais pas trop fait attention, mais ça va pour l'instant. Donc ça tourne dans ce sens, et on revient au vase qui n'a pas été sélectionné, et on va placer, comme tout à l'heure, les ressources pour bloquer des emplacements. Donc, on place du bleu, et on place encore du noir pour bloquer encore des emplacements d'accès, pour bloquer l'accès en fait au quartier. Voilà, on va retourner immédiatement les 2 tuiles qui vont nous servir pour la prochaine manche. Mon jeton, ça passe ici.
L'adversaire, comme on va jouer 5 manches, à chacune des manches, on va piocher un nombre de vases qui est indiqué par les petits multiplicateurs en bas de ces tuiles. On est à la deuxième manche, donc on regarde la deuxième tuile qui me dit de piocher 5 vases. Les voilà. Donc ça, ce sera... Je sais que mon adversaire va jouer 5 fois durant cette manche. Je pense que j'ai tout fait, je ne pense à n'avoir rien oublié, tout est rempli. Non, ici, il va falloir remplir les jetons offrandes. Donc on se sert du petit sac magique avec tout plein de jetons offrandes à l'intérieur et on va simplement remplir les espaces disponibles. Donc ici, plus un point de victoire de prestige à la fin de la partie. Ici, une ressource bleue. Et enfin, un troisième jeton pour la zone bonus, qui est une ressource relative à la section des nobles. Cette fois-ci, c'est bon. J'ai fait tout ce qu'il fallait. On peut repartir. Donc, c'est à moi, puisque je suis encore le premier joueur. Ici. Pour ne pas l'oublier, je vais expliquer rapidement ce jeton. À quoi sert-il? Ce jeton pharaon, c'est tout simplement un jeton qui va aller au premier joueur qui atteint le 3e niveau de la chambre funéraire et qui a en plus 2 cartes nobles dans son aire de jeu. Pour l'instant, on a chacun une carte noble. Le premier joueur à atteindre le 3e stade et à avoir une 2e carte noble récupère ce jeton. Et qu'est-ce que fait ce jeton? Mais en fait, il devient pharaon et à la fin de la partie, il remporte 7 points de prestige. Vous voyez, 2 cartes nobles plus le 3e niveau de la chambre funéraire. Ce jeton ira à cette première personne. C'est un petit peu une course à celui qui va l'avoir. Donc je vais le garder comme ceci pour ne pas trop l'oublier. J'espère que je vais pas l'oublier parce je ne vous cache pas qu'il y a quand même pas mal de choses à gérer, à la fois de manipulation, même si c'est très bien fait, même si ça simule très bien un joueur virtuel, il va falloir s'en occuper. Et il y a aussi pas mal de réflexions personnelles. Plus l'effet de la caméra, je ne vous cache pas que je suis pas super serein au niveau des règles, de tout ce qu'il y a à gérer. J'espère que pour l'instant il n'y a pas d'erreur, j'espère vraiment qu'il n'y a pas d'erreur. On peut repartir. Allez, on repart. Qu'est-ce qui pourrait être bien? Quand on a 2 ressources similaires, c'est toujours bien de les placer ici, d'autant que c'est les ressources qui peuvent me donner accès, donc à cette zone. Donc je place une première ressource pour payer l'accès à la zone des offrandes, et ma deuxième ressource, qui est une ressource similaire, je la paye, et je peux récupérer l'un de ces 3 lots. Lequel vais-je prendre? Je vais prendre celui-ci, qui est donc une ressource relative au quartier des nobles, ça m'en fait déjà 2. On va prendre la ressource jaune, et j'ai payé 2 ressources similaires, donc ça serait pas mal en fait de récupérer ça aussi, puisque c'est la 3e. Il ne faut pas forcément utiliser ça, mais c'est bien de les utiliser, puisque ça remplace n'importe quelle autre ressource qui est demandée dans ce quartier, à la fois activation ou coût d'entrée. Donc j'en ai déjà 3, il suffit que j'en rajoute 2 autres ressources, n'importe lesquelles, et je peux recruter un noble, et les nobles sont plutôt pas mal. Par exemple, celui-ci accorde 6 points de prestige à celui qui l'obtient en fin de partie, plus 2 points de prestige pour chaque jeton offrande qu'il a encore en main, et une fois par manche, il peut activer son pouvoir, et son pouvoir dit que lorsque l'on va dans une offrande, en fait je sais plus quel est son pouvoir, je suis en train de partir, je vais regarder, je me cache pas, je regarde la liste, c'est le noble numéro 15 qui me dit que une fois par manche vous pouvez faire l'action du quartier des offrandes même s'il n'y a plus d'emplacement disponible sur la roue. C'est bien ça. Si les 3 emplacements sont occupés, celui-ci permet quand même d'y aller en activant son pouvoir. Une fois par manche, je peux quand même y aller. Ici, puisqu'on fait le tour, 3 points plus 3 points par dieu, ça c'est le symbole des colonnes de dieu, 3 points par dieu pour lesquels on a satisfait tous les désirs. Donc ça peut monter assez haut, si on arrive à en satisfaire 3, c'est déjà 9 points, plus les 3, ça peut faire 12 points, et ça peut monter. Et une fois par tour, par manche, on peut activer son pouvoir qui est de défausser n'importe quelle ressource pour récupérer n'importe quelle ressource. Les jokers ne sont pas compris dans ces n'importe quelle ressource. L'iconographie, je pense que vous l'avez peut-être compris jusqu'ici, lorsque c'est des ressources carrées, c'est des ressources que l'on dépense. Lorsque c'est des ressources dans un rond, ce sont des ressources que l'on reçoit. Ici, 4 points de prestige, plus 4 points si on arrive à
satisfaire l'un des deux dieux qui bornent la zone ou le quartier du Nil. Donc ça peut être jusqu'à 8 points si on arrive à satisfaire les deux, plus 4 points, donc 8 plus 4, 12 points en tout. Et son pouvoir nous dit que durant l'intégralité de la partie, on peut utiliser du noir à la place du vert ou du vert à la place du noir. Voilà pour les nobles. Donc, j'ai fait mon action ici, ça passe à mon adversaire, on retourne son premier vase, décidément très fort dans les jaunes. Donc on place un premier jeton jaune qui nous dit de défausser l'artisan de plus forte valeur et de défausser le noble numéro 1. Le noble numéro 1, c'est celui-ci, on le défausse, et l'artisan, il est de l'autre côté. De plus forte valeur, hein, de plus forte valeur, c'est celui de valeur numéro 7, 7 points de prestige, on le défausse, et on en met un nouveau à la place qui vaut, c'est exactement le même, donc on n'a pas perdu au change. Ici, cette noble vaut 12 points de prestige, et durant l'intégralité de la partie, on peut accéder au quartier des offrandes en payant n'importe quelle ressource, pas forcément la ressource qui est indiquée sur la roue. C'est plutôt puissant comme pouvoir, d'autant qu'elle accorde beaucoup de points. Pourquoi pas la recruter si on en a l'occasion? Est-ce que j'ai l'occasion de le faire maintenant? Non, j'ai pas encore fini le tour du traître, donc je vais faire ça. Il faut du bleu et du rouge. Alors, bleu et rouge. Le rouge, si je vais là, on défausse le troisième noble, et le bleu, on bloque l'accès à ce quartier. C'est pas dramatique de bloquer l'accès. On va le faire comme ça. Donc on va mettre le rouge ici. On défausse donc le troisième noble. On le remplace par un nouveau noble qui n'a pas de points. Par contre, il a un pouvoir immédiat, symbolisé par l'éclair, qui me dit que je peux récupérer une carte artisan et un jeton de joker. La carte artisan, je la pioche. Et le joker, je récupère un joker. Donc, ça peut être pas mal aussi. Je crois que c'est une carte que je pioche. Je vérifie ça dans un instant. Juste, je pose la ressource ici. Et on va vérifier ça quand même. C'est la carte numéro 23. On récupère le manuel de jeu. Carte 23. Parmi les 4 disponibles ou dans la pioche. Donc, ça peut être très puissant, puisque ça peut nous donner pas mal de points. Jusqu'à 8 points, je crois, les artisans. Je crois que j'ai vu des 8 points. Ouais, il y avait du 8 points, et je crois que c'est le maximum qu'on peut avoir. Donc c'est pas mal. 8 points plus un argent. C'est plutôt bien. Voilà pour ce vase. Donc ça revient maintenant à moi. Et maintenant, je vais aller dans le quartier des nobles pour recruter quelqu'un. Qui vais-je recruter? Donc j'ai 3 ressources qui sont relatives à ce quartier. Et il me faudrait les 2 autres. On va les jouer comme ceci. Donc, je paye. Ici, on va dire que c'est du noir. Ça va être donc le noir, je l'ai déjà payé. On va dire que c'est le vert ici. On va dire que c'est le rouge ici. Il me manque le bleu. Non, on va dire que ça c'est le jaune. Et il me manque le vert, le rouge, pardon. Donc voilà, j'ai tout payé, le noir, il est ici. Donc j'ai payé tout ce qu'il me fallait, et je peux recruter un noble. Alors, les jetons d'offrande, on les défausse ici, et les 2 autres, je les défausse complètement ici, sur le côté hors caméra. Donc j'ai payé tout ce qu'il me fallait, je vais prendre celle-ci, comme je l'ai dit, donc c'est déjà 12 points de victoire, plus un pouvoir permanent, et je vais utiliser ce pouvoir, j'ai complètement oublié en première manche, que je pouvais dépenser n'importe quelle ressource pour utiliser, non je vais pas encore utiliser, mais n'importe quelle ressource, et je récupère un argent, donc je vais pas encore l'utiliser, parce que j'ai pas forcément envie de me débarrasser de ce jeton offrande, qui pourrait me servir à quelque chose, suivant les nobles que j'obtiens. Donc je fais pas ça, on remplace par contre le noble, 4 points de prestige, un pouvoir immédiat qui me dit que je peux augmenter 2 de mes pistes d'influence et que je récupère 2 jetons parmi les jetons bonus, dans la zone bonus. Voilà pour moi, on passe au traître. Lui, il lui faut du vert, du jaune et du rouge. Le vert, le jaune et le rouge. Donc le vert, on le place ici.
et il récupère le 2 dans la zone bonus. Le 2, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais mis les jetons dans un ordre, en colonne pardon. Donc c'était 1, 2 et 3. Lui, il récupère le numéro 2 qui est là. Donc il récupère ceci. Et il me reste du rouge et du jaune à placer. Le rouge, si je le place ici, il va récupérer la carte artisan de plus forte valeur, c'est-à-dire la valeur 7. Par contre, si je place le jaune, il va encore faire l'action de la chambre funéraire. C'est assez puissant ça, de faire l'action de la jaune funéraire, donc on va le faire comme ça. On va mettre le rouge ici, et le jaune ici, et le rouge, comme je l'ai dit, il récupère 7 points. Donc ça vient ici, et je pense que c'est tout ce qu'il y a à faire, on remplace la carte, ouais, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc ça repasse à moi, et je commence à être assez bas au niveau des ressources, puisque je n'ai que ces 5 petites ressources, pardon. Je suis assez bas, je suis même très bas. Comment est-ce que je pourrais recevoir plus de ressources? Non, ici c'est bloqué, donc là j'oublie ce quartier, il est complètement bloqué. Ici dans le Nil, je peux recevoir des ressources. Est-ce que ça serait judicieux de le faire comme ça? Ouais, on peut le... Ah non, j'allais dire, si j'utilise un argent ici, ça c'est du vert. Si j'utilise... On va le faire comme ça. Donc j'utilise le vert, qui... donc c'est du vert, et si j'utilise du jaune aussi, je peux faire celle-ci. Donc j'utilise le vert que j'ai payé ici, plus du jaune qui est là, on le défausse. Ça me permet d'avancer sur la piste verte ou la piste jaune. Je vais faire la piste verte, et je récupère aussi un vase qui va me donner 3 ressources, noir, bleu et rouge. Donc noir, bleu et rouge, voilà mes 3 ressources. Donc j'en ai dépensé 2, mais j'en ai gagné 3, donc en gros j'en ai gagné 1. Voilà un petit peu la gymnastique intellectuelle qu'il va falloir faire. Je dis pas que c'est la meilleure méthode, je dis pas que je suis parti sur la meilleure des stratégies, mais vous voyez un petit peu comment manipuler tout ce plateau qui, à première vue, paraît assez complexe, mais finalement, quand on y regarde, un coup d'accès, une action à effectuer dans chacun des quartiers. Ça repasse à mon adversaire, on le défausse, donc mon adversaire, lui, jaune, le jaune, c'est ce que je craignais de toute manière, tôt ou tard, il allait pouvoir avancer dans la chambre funéraire, donc il avance ici, et il reste du bleu et du vert. Le bleu et le vert, dans quel ordre vais-je les placer? Le bleu, je ne peux pas le placer ici, donc je suis obligé de le placer ici, ce qui lui fait récupérer le lot numéro 2 dans la zone des offrandes, ici, il récupère ça. Et le vert, on doit le placer sur la tablette des dieux, voici pour bloquer l'accès, et voilà, ça repasse à moi. Tout en faisant son tour, j'étais en train de me dire, est-ce que ça vaudrait le coup que moi je passe maintenant, puisque lui il lui reste encore 2 tours, moi pendant que lui il va jouer, je gagnerai des ressources qui pourront m'aider à la 3e manche. Est-ce que c'est judicieux ou est-ce que j'ai encore des choses à faire ce tour-ci? Est-ce que j'ai encore des choses à faire ce tour-ci? Peut-être, puisque je pourrais aussi, moi aussi, avancer dans la zone funéraire, dans la chambre funéraire, pas la zone. Je vais faire ça. Donc on va utiliser une ressource rouge ici, et je vais utiliser cette ressource qui paye n'importe laquelle dont j'ai besoin ici. Mais non. Non. Je vais pas faire ça. Je vais faire comme ce que je disais tout à l'heure, puisque la roue va tourner, le jeu du Ribéry, la roue va tourner, et la prochaine fois, à la manche suivante, ça sera la zone verte qui va être ici, et on me demande du vert, donc j'économiserai une ressource. Donc je vais passer directement, je récupère le jeton premier joueur qui reste entre mes mains, et je peux choisir l'un des 2 vases. Lequel vais-je choisir? Vert, jaune. On va prendre ça, vert, jaune et noir. Donc vert, jaune et noir, vert, jaune et noir, et j'ai récupéré un peu plus de ressources. Ça passe à mon adversaire, qui lui n'a pas encore passé, et ne passera pas tant qu'il n'a pas utilisé tous ses vases. Le bleu, ça nous dit qu'il récupère le 3e lot de jetons offrandes, qui est ici. Je sais pas si j'ai bien joué, hein. Et ensuite, noir et vert. Donc noir et vert.
vert et noir, donc je peux encore placer l'un ou l'autre. Ici, le noir, pardon, il augmenterait son influence dans la ligne dans la couleur de plus, qui est la moins avancée, c'est-à-dire la colonne ici noire, c'est celle qui est la moins avancée parmi les 5, donc il avancerait ici dans l'influence noire, ou alors vert, ces nobles gagneraient en pouvoir, en intensité. On va le faire comme ça, donc on va faire le noir, il avance ici à ce niveau, dans l'influence noire, pour l'instant toujours 0 point, et le vert vient ici. C'est fini pour ce vase. À mon tour, j'avance d'un niveau, donc je récupère n'importe quelle ressource. J'ai tout ce qu'il me faut, sauf en fait, j'ai toutes les couleurs, donc je peux récupérer... On va récupérer du vert, puisque je sais que j'en aurai besoin en plus au tour d'après avec la chambre funéraire, si je souhaite aller dans la chambre funéraire, on verra. Et c'est tout ce que je fais, donc ça repasse à mon adversaire qui joue encore. Lui, bleu et 2 rouges, donc là je vais pas me poser la question. Le bleu, il vient obligatoirement ici, et il me dit qu'il récupère le 3e jeton offrande, qui n'est plus disponible, donc il ne récupère rien du tout, et il pose un jeton rouge ici, donc il va défausser le premier noble, on défausse, on remplace, ce noble 2 points de prestige, et immédiatement on avance dans la chambre funéraire d'un cran, et on récupère un jeton dans la zone bonus. Plutôt cool. Le deuxième vient ici pour bloquer. Je veux regarder quelque chose, quand on récupère dans la zone bonus, est-ce qu'on peut aussi piocher dans le sac, puisque des fois c'est oui, c'est possible. Des fois c'est ce qui est proposé, de soit récupérer dans la zone bonus, soit de piocher dans le petit sac à l'aveugle. Donc là c'est le cas. Voilà, lui il a fini, ça repasse à moi, je continue d'avancer dans la pyramide du temps et je peux cette fois-ci prendre un jeton argent ou n'importe quelle ressource. Avant de faire ça, je vais utiliser, je pense que j'ai le droit, hein, puisque c'est toujours la manche, je vais utiliser mon pouvoir, donc je l'incline pour indiquer que je l'ai utilisé. Je vais échanger cette ressource verte contre une ressource argentée, ici, et cette fois-ci, là, je récupère un argent, encore une fois. Donc ça va mieux au niveau des ressources, ça va beaucoup mieux, j'ai un peu plus de ressources, un peu plus de quoi travailler, avec quoi travailler. Et ça repasse à mon adversaire qui lui n'a plus de vase et est obligé de passer. Donc on avance à la manche suivante. Comme d'habitude, on enlève tout ce qui est sur le plateau actuellement. On nettoie le plateau. Hop, 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 hop. Tac, tac. Ici et ici. Ce jeton, on le met ici. On va bouger la roue, tourner la roue d'un cran. On va remplir cette zone, on va récupérer ces ressources pour bloquer certains des espaces sur la tablette des dieux, comme elle s'appelle. Hop, hop, et hop. Le petit sac magique pour remettre des jetons offrandes, là où il le faut, par groupe de 2. Donc une ressource pour le quartier du Nil. Ensuite, on va avoir une ressource verte, une deuxième ressource verte. On va récupérer une ressource rouge et une ressource relative à la zone des artisans. Voilà. Et je pense que j'ai tout fait. Donc ça, on l'a utilisé. Il faut piocher 2 autres vases pour cette manche, pour la 3e manche, et on regarde ce tour-ci, cette manche-ci, mon adversaire va utiliser 3 vases, donc je pioche 3 vases pour lui, et je pense qu'on est bon, je récupère mon noble que je vais pouvoir encore utiliser, je l'utilise tout de suite d'ailleurs, pourquoi pas, on va échanger n'importe laquelle contre un autre joker, voilà qui est fait. Et je peux repartir. Alors maintenant, c'est à peu près le moment de la partie où j'observe les différents dieux pour voir sur quoi vais-je me concentrer. Je suis pas bien parti sur le nombre sur pas grand-chose en fait. Hein. J'ai pas beaucoup de nobles. J'ai 2 nobles. Donc à la limite, je peux satisfaire cette partie du contrat. Si j'augmente ma chambre funéraire au niveau 2,
alors j'aurai satisfait les deux conditions de cette déesse et donc gagné 6 points. J'ai 2 nobles aussi. Si j'ai s'il me reste 2 jetons, j'ai oublié d'ailleurs d'en remettre encore au centre. Si j'ai encore 2 jetons offrande à la fin de la partie, alors je satisfais les demandes de cette déesse. Donc ça fait 8 points. Par contre, pour faire les deux, il me faudrait 2 plus 2, il me faudrait 4 nobles en tout, ce qui n'est pas encore mon cas. Ici, j'ai dit 3 jetons offrande et 3 cartes artisans, j'en suis bien loin. 2 cartes artisans, et ici, il faut être présent sur au moins 2 pistes. Ici, il faut être présent sur au moins 3 pistes, et encore une fois, c'est pas les mêmes, donc si on veut satisfaire ce dieu et cette déesse, il va falloir être présent sur les 5 pistes, 2 plus 3, 5, sur les 5 pistes. Et niveau 2 de la zone de la chambre funéraire. Bien, ça en fait des choses à gérer, et je suis pas encore bien sur aucun des objectifs. Par contre, j'ai dit que j'irai à la chambre funéraire. Pourquoi ne pas y aller maintenant, puisque ça va me permettre de satisfaire cette déesse. Donc on va le faire tout de suite. On va utiliser une ressource verte, et il me faut du vert et du bleu pour pouvoir avancer au niveau suivant. J'ai le vert qui est ici, et je vais dépenser cette ressource qui est relative à ce quartier, et qui me permet de remplacer n'importe laquelle, donc le bleu, et je peux avancer tranquillement. C'était mon tour. On passe au traître. Lui, il faut du rouge, du jaune et du noir. Donc le rouge, c'est celle qu'on place sur son plateau. Il récupère le deuxième lot de ressources, et au passage, chaque jeton que l'on a en sa possession à la fin de la partie, c'est 1 point. Donc ici, c'est 3, 4, 5, 6, 7 points pour les jetons, plus 1, 8, plus 2, 10. Donc ces jetons lui accordent déjà 10 points. Il va falloir que je fasse attention, en même temps, je peux pas trop contrôler ce qu'il va récupérer. Du noir et du jaune. Alors, le jaune, qu'est-ce qui est le plus embêtant? Le noir, c'est là-bas. Allez, on va faire le jaune ici. Donc, on défausse l'artisan de plus forte valeur, c'est-à-dire celui-ci. On le remplace directement par un artisan de valeur 6, donc on n'a pas perdu au change. Et le jeton noir, on vient le placer ici pour bloquer l'accès. C'est tout ce qu'il a à faire ce tour-ci. Ça repasse à moi. Est-ce que je peux aller récupérer des choses avant qu'il n'y ait plus rien? Récupérer des ressources en disant que je vais, par exemple, utiliser une ressource noire, et je vais dépenser cette deuxième ressource qui va prendre la place d'une deuxième ressource noire pour récupérer des lots ici. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Le noir peut-être? Ouais, on va prendre celle-ci. Ça et ça, donc j'ai récupéré une ressource relative au quartier du Nil et une ressource noire, et je récupère, puisque j'ai donné une deuxième ressource égale, soit le rouge, ouais, on va prendre le rouge, ou on va gagner des points. On va gagner des points, allez, hop, on va prendre ça. Est-ce que, là je vais essayer de regarder en avance ce qu'il risque de prendre. Le prochain qu'il risque de prendre, c'est 1. C'est celle-ci. Donc je prends pas grand... Ça l'embête pas trop que je prenne celle-ci, mais bon, tant pis. On prend ça. C'était mon tour de jeu. L'adversaire. Une ressource verte et 2 jaunes. J'aime bien quand il y a les 2 ressources similaires, j'aime bien ça, parce que ça m'évite d'avoir à trop réfléchir à ce que va faire mon adversaire. C'est simplement à subir ce qu'il fait sans réfléchir. Ici, il augmente la valeur de ses cartes nobles à 7 points chaque carte. Hop, il augmente d'un niveau sa chambre funéraire, mais il n'a qu'une seule carte noble, donc il ne récupère pas encore le jeton pharaon. Ça fait mes affaires, puisque je suis encore dans la course, et je bloque un accès ici. Ça repasse à moi, tout simplement. Alors, et c'est exactement là où je voulais aller. Je voulais aller dans la chambre funéraire en dépensant ce qu'il me faut. Donc on va dépenser ici, ça va remplacer du vert. On va dépenser un rouge et un noir. Rouge et noir. Ouais, c'est tout ce que je peux dépenser. Rouge et noir, elles sont ici. Je les range sur le côté.
et je peux avancer au 3e niveau. Je passe au 3e niveau, j'ai mes 2 nobles qui sont ici, donc je récupère les 7 points de victoire avant que mon adversaire, avant que le traître ne les récupère. Ça me fait plaisir, c'est déjà ça de prix. Lui, du bleu et 2 verts. Encore une fois, ça me fait bien plaisir, ça va plus vite. Donc le bleu va ici, il récupère l'artisan de plus faible valeur, c'est donc un artisan de valeur 3 qui vient ici, et un jeton vert qui vient se placer ici, donc il avance, non, il avance pas du tout, il bloque l'accès, et le jeton vert me dit qu'il récupère encore l'artisan de plus faible valeur. Je le remplace, l'artisan de plus faible valeur, c'est de valeur 4. Voilà pour son tour. Ça repasse à moi. Je sais que la prochaine fois, lui, il va passer. Est-ce que j'ai encore des choses que je souhaite faire? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient intéressantes à faire? Oui, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes à faire. Il y a, par exemple, alors j'ai ce jeton qui me permet d'aller sur le Nil, ou au bord du Nil, pour étendre mon influence. Si j'utilise ce jeton, c'est du bleu. Le bleu, non. Au tour d'après, ça sera du jaune. Donc je vais attendre. Je vais pas faire ça. Par contre, je vais aller ici. Récupérer des... Ah, j'ai pas remis des gens. Je vais perdre une ressource, mais c'est pas très grave. Donc j'en ai dépensé une jaune. Je vais en dépenser encore 2 autres. Ouais, je vais faire ça, allez. J'ai besoin de points aussi. Donc je vais en dépenser encore 2 autres, ça me fait 3 jaunes au total. Et avec ces 3 jaunes, je peux récupérer un artisan. Alors est-ce que je veux des ressources de n'importe quelle couleur, ou alors est-ce que je veux un point de plus? Je pense que pour un point de moins, du coup, je vais récupérer celui-ci qui me donne deux ressources joker. Et c'est tout ce que je peux faire. Lui, il passe. Cette fois-ci, il passe. Donc, en passant, il récupère le jeton premier joueur. On va lui mettre son jeton ici. J'espère qu'il est toujours sur la caméra. Normalement, il devrait être dans le champ. Et ça revient à moi. Est-ce que j'ai encore des choses à faire? J'ai oublié de remettre un jeton, une carte artisan. J'ai plus grand chose à faire. Parce que j'ai plus assez de ressources, donc je vais passer aussi. Je passe, donc normalement je dois aller ici, mais puisque je suis le dernier à passer, j'avance pour préparer la 4e manche. Lui me rejoint et on va préparer la 4e manche pour... non, je vais conclure ici puisque j'ai dit que je faisais que 3 manches et les 2 manches suivantes seront dans la prochaine vidéo, donc je préparerai ça soit dans la prochaine vidéo, soit entre les vidéos, je vous épargnerai la mise en place. Donc voilà, c'était les 3 premières manches de Pharaon. Vous avez compris, j'imagine, comment on joue à Pharaon. Vous avez compris qu'il faut gérer au mieux ses ressources et qu'il faut ne pas hésiter à bien prévoir, bien calculer ce qui va arriver plus tard. Où est-ce que la roue va tomber, à quel moment, quelles sont les ressources que l'on a à cet instant, quelles sont celles que l'on peut dépenser, quelles sont celles que l'on pourra dépenser plus tard. Tout ce jeu de ressources à bien prévoir, à bien calculer, ça s'appelle Pharaon. C'est pour 1, comme on l'a fait ici en mode solo, ou jusqu'à 5 joueurs. C'est imaginé par Monsieur Silas et Monsieur Henri Pym, illustré par Christine Alcouf, édité par Catch Up Games. Si vous voulez voir la suite, ce sera sur la prochaine vignette. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut, à cliquer sur la cloche qui vous permettra de savoir quand nous mettons de nouvelles vidéos en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également participer financièrement à l'aventure extralife.fr. Suivez le lien qui se trouve en commentaire, ou plutôt dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à cliquer sur la petite vidéo qui va arriver pour voir la fin de la partie et savoir si j'ai battu ce maudit traître. À bientôt, ciao.